Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Ducrot, chargée de prévention à la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire intitulé Santé sexuelle au masculin, de l'adolescence à l'âge mûr. Donc c'est dans le cadre de la Semaine nationale de la santé sexuelle 2025 que nous avons souhaité vous proposer ce webinaire afin de pouvoir répondre à toutes les questions que vous posez sur cette thématique. Alors, de l'adolescence à l'âge adulte jusqu'à l'âge mûr, la sexualité évolue sous l'influence de nombreux facteurs, hein. Ça peut être hormonal, ça peut être psychologique, socio-culturel. Mais on sait qu'on a souvent du mal à en parler ou c'est soit mal compris. Et aujourd'hui, notre objectif, justement, c'est d'aborder cette thématique de manière claire et sans tabou. Donc, nous parlerons de différentes choses sur le sujet. Lors de cette intervention, vos micros seront coupés, mais vous pourrez toutefois interagir avec nous par l'onglet Discussion qui est en bas de la bulle de conversation et nous répondrons à toutes vos questions à la fin de l'intervention. C'est Sandrine Karen qui est sexologue qui va présenter ce webinaire. Et nous répondrons donc à toutes vos questions à la fin de l'intervention. Je vous rappelle, comme tous les précédents webinaires, que le replay sera mis sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn dès demain. Et je vais maintenant laisser la parole à Sandrine pour vous présenter ce webinaire. Merci, à tout à l'heure. Merci beaucoup pour cette proposition d'animer ce webinaire lors de la semaine de la santé sexuelle. Alors, je vais vous présenter en fait comment va s'organiser cette présentation. On va parler de qu'est-ce qui fait un homme, de la puberté, notamment donc la puberté chez le garçon, la sexualité de l'homme adulte et les différentes difficultés, troubles sexuels qui sont possibles et d'avoir des clés aussi de compréhension, voir comment en fait aller mieux, hein, vers un mieux-être sexuel. Et on parlera enfin de la sexualité à l'âge mûr, notamment de ce qu'on appelle aujourd'hui dans le langage commun l'andropause. Alors, c'est quoi un homme au fait? Alors, évidemment, dans ce webinaire, je ne vais pas du tout m'attarder sur des dimensions psychologiques, émotionnelles ou sociologiques. Je ne vais pas m'attarder sur ce qu'est être un homme et se sentir homme, mais vraiment m'attarder sur ce qui constitue un homme au niveau anatomique, physiologique, juste d'avoir comme ça quelques clés de repérage qui sont en fait en parallèle d'un webinaire qui a été également organisé l'année dernière en regard et que vous pourrez retrouver, que vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne en fait de l'assurance maladie du Tarn sur la femme en fait, sur la sexualité de la femme et on avait évoqué eh bien le cycle menstruel, les règles, etc. Donc je me suis dit en parallèle, intéressons-nous à ce qui fait l'homme, à ce qui constitue l'homme. Donc je vais parler évidemment de cette hormone clé qui est la testostérone, hein. Voilà, quand on pense à un homme, on pense aussi à la testostérone, en fait, hein, cette hormone qui fait partie d'un groupe donc, d'hormones appelées les androgènes. Et donc chez l'homme, en fait, elle est principalement fabriquée dans les testicules, par les cellules de Leydig, donc qui se situent dans les testicules, et également par les glandes surrénales. Il faut savoir que c'est une hormone, en fait, parce qu'on l'assimile très fortement, en fait, à l'homme, mais elle est également produite chez la femme, hein. La femme produit aussi de la testostérone, mais en quantité, en fait, bien moindre. La testostérone, elle va être responsable du développement de l'appareil génital masculin chez l'embryon. Et chez l'homme, pour vous donner un ordre d'idée, vous pourrez retrouver aussi ces résultats si vous le souhaitez sur Internet, parce que parfois on peut s'inquiéter sur voilà, savoir si on a un dosage suffisant en testostérone. Bien sûr, il n'y a que la prise de sang pour le savoir, mais un résultat, on va dire, normal, hein, donc les normes statistiques, un homme entre 20 et 45 ans est dans le haut en fait de la testostérone. Voilà, c'est une hormone qui est peu présente au moment où chez le petit garçon, qui va augmenter à la puberté et qui va continuer en effet d'augmenter et qui trouve un résultat entre 10 et 30 nanomoles par litre. Voilà, c'est ce qui émane d'une prise de sang. Et ensuite, on va dire cette composition, en fait, enfin, cette présence de testostérone va diminuer au fur et à mesure de l'âge. Les niveaux en fait de testostérone, ils varient également, ils varient au cours de la journée. Donc si on s'intéresse à une période de 24 heures, il y a des pics de testostérone le matin. Et le sommeil, en fait, va contribuer à la régénération de cette hormone. Et donc, c'est important de le savoir, mais un manque de sommeil pourrait avoir des conséquences, en fait, sur celle-ci. Et le taux de testostérone décroît avec l'âge chez l'homme. On en reparlera tout à l'heure à la fin de la présentation. Donc, la testostérone, cette hormone sexuelle, va contribuer au développement des caractéristiques typiquement masculines, comme
La voix, par exemple, l'apparition d'une voix grave, l'apparition de poils, en fait, sur le visage, sur le corps, la production de sperme, le développement des muscles. Voilà, retenez que c'est l'hormone, en tout cas, qui produit notamment les muscles, et le maintien de la santé et de la force des os. On pourra le voir, hein, un déficit en testostérone, ça peut justement être facteur d'ostéoporose. Et la testostérone simule également le désir sexuel chez l'homme. Parfois, on peut faire des relations entre la testostérone ou un déficit de testostérone et puis l'impact en tout cas sur la libido. Bien sûr, il y a d'autres éléments qui jouent sur le désir sexuel, mais la testostérone peut l'influencer. Donc un déficit en testostérone, un manque de testostérone qui peut être lié à plusieurs facteurs, peut diminuer la qualité de vie. On va s'intéresser également au fluide, je vais l'appeler comme ça, le sperme, voilà, et puis la production des spermatozoïdes. Donc là, l'idée, c'est vraiment de s'y intéresser en quelques minutes, comme ça, à titre de rappel. L'idée, c'est pas de faire un cours de SVT, mais peut-être de se remettre juste dans quelques rappels, parce que malheureusement, sur la santé masculine, depuis peut-être le collège et le lycée jusqu'à l'âge adulte, on s'y intéresse peut-être plus suffisamment, à moins évidemment que ça soit votre métier. Donc la spermatogenèse, c'est le processus de fabrication, de maturation et de transport des spermatozoïdes dans les organes sexuels mâles. Donc c'est un phénomène continu qui va apparaître à la puberté et qui va durer toute la vie de l'individu. Voilà, je vous ai remis le petit schéma qui va bien du spermatozoïde. Et donc la production des spermatozoïdes, elle a lieu dans les testicules, vous voyez avec le schéma en fait, hein, voilà, tout en bas dans les testicules. Ils vont ensuite migrer dans ce qu'on appelle l'épididyme, voilà un nom fort joli mais très utile, où ils acquièrent leur mobilité et leur capacité à se fixer sur un ovule pour le féconder. Et donc lors de l'éjaculation en fait, eh bien, le liquide va passer par le canal déférent pour arriver jusqu'à la prostate. Vous voyez, c'est le petit chemin un peu comme une route qu'on peut voir sur le schéma. Et ensuite, en fait, les spermatozoïdes vont se mélanger en fait aux sécrétions qui sont produites par la vésicule séminale, par la prostate et ce qu'on appelle les glandes de Cooper. Et ensuite, bah, le sperme va continuer son chemin et sera expulsé hein, lors de l'éjaculation par l'urètre. On peut se demander parfois quelle est la norme en fait hein, d'une éjaculation. Donc ça correspond à peu près à 2 à 6 millilitres de sperme, hein. Donc évidemment les quantités assez phénoménales qu'on peut voir dans des vidéos pornographiques sont complètement évidemment faussées. Mais voilà, une quantité de sperme, on va dire normale, c'est entre 2 et 6 millilitres. Donc ça représente en effet voilà, peut-être l'équivalent, on va dire, d'une petite cuillère à café. Et les spermatozoïdes, en fait, voilà, ne représentent qu'un petit pourcentage en fait du sperme. Et on va dénombrer habituellement un chiffre entre 20 à 200 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Donc voilà, peut-être ça peut être intéressant lorsque des personnes, des hommes s'interrogent sur leur fertilité. Bon, bien sûr, on va pas faire de test avant, on va pas s'inquiéter en fait avant d'envisager en tout cas voilà une grossesse, mais peut-être que évidemment si le nombre de spermatozoïdes par millilitre il est inférieur en fait à 20, il peut déjà y avoir à 20 millions de spermatozoïdes, il peut déjà y avoir une difficulté en tout cas de fertilité. Et si ce chiffre est inférieur à 3 millions, là, on risque d'avoir vraiment une très très grosse difficulté, voire une impossibilité en fait à féconder. Voilà, c'est important aussi d'avoir aussi cette référence, on va dire, chiffrée. Et donc après une éjaculation, la concentration en fait des spermatozoïdes va diminuer et il va falloir un délai, on va dire, de quelques jours pour retrouver en fait cette valeur maximale. Et c'est pas la peine d'attendre plus longtemps, ça va pas reconcentrer en fait voilà le sperme en spermatozoïdes. Voilà, ceux qui n'ont pas été éjaculés au bout de ces quelques jours seront détruits en fait par l'organisme et remplacés par d'autres qui arriveraient à maturité. Voilà, tout simplement pour les quelques rappels. Je rappelle aussi, avant de passer sur comment dire, la santé sexuelle et la puberté du garçon et de l'adulte et puis de la personne vieillissante, que en cas de doute, en cas de difficulté, en cas par exemple même on remarque en fait, vous remarquez sur votre pénis quelque chose en fait d'anormal, un écoulement anormal, une rougeur, etc. Ne surtout pas hésiter en fait à consulter. Voilà, il vaut mieux s'inquiéter en fait et puis aller questionner un professionnel de santé, même de manière naïve, c'est pas grave en fait, plutôt que de ne rien dire et de rester avec un problème qui pourrait, j'allais dire, empirer.
Alors, après ces quelques rappels, je vous propose voilà, de parler de la puberté chez le garçon. Alors, peut-être parmi vous, il y a soit des garçons qui sont eux-mêmes concernés, qui sont en train de vivre leur puberté, ou plutôt peut-être que je m'adresse d'ailleurs plus particulièrement aux parents, aux mères et aux pères qui se questionnent en fait sur eh bien, l'adolescence chez leur jeune enfant. Donc, c'est quoi la puberté déjà? Donc, la puberté, c'est l'aspect biologique de l'adolescence. C'est je vois que mon corps change, donc le corps va changer. Ça vient en fait du latin qui signifie poil, pubes signifie poil. Donc, voilà, la puberté, c'est se couvrir de poils. Voilà, c'est charmant, mais finalement assez vrai. Donc c'est un phénomène biologique, la puberté. Donc voilà, tous les garçons vont passer par cette puberté, les filles également. Et c'est la maturation des caractères sexuels primaires et l'apparition de ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires. Donc les caractères primaires, sexuels primaires, c'est ceux qui sont là à la naissance. Et puis les caractères sexuels secondaires qui arrivent en fait au moment de la puberté. Donc cette puberté, en fait, elle intervient, si vous vous questionnez sur l'âge d'apparition, on va dire entre 10 et 14 ans. Donc en moyenne, aujourd'hui, chez les garçons, c'est à 12 ans. La puberté, en fait, chez les garçons, elle arrive un petit peu après celle des filles. Enfin, c'est vraiment qu'une moyenne statistique, bien entendu. On peut avoir une puberté qui commence un petit peu plus tôt ou bien qui va commencer un petit peu plus tard. Euh, et la puberté va durer aussi un petit peu plus longtemps, voilà, si vous voulez une référence, que celle des filles. Et les garçons, pour parvenir à cette maturité sexuelle, bah, ça prend à peu près 6 ans. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc ça va se manifester comment? Donc je vous ai mis ce schéma qui est tiré, pardon, d'une fiche qui s'appelle Santé BD que vraiment je vous recommande. Donc Santé BD, c'est un outil gratuit qui est mis à disposition sur Internet. Donc vous pouvez écrire Santé BD, la puberté sur votre moteur de recherche préféré et vous trouverez deux livrets, un qui s'appelle La puberté, je change dans ma tête et La puberté, je change dans mon corps. Et vous pouvez choisir je suis une fille ou je suis un garçon. Vous pouvez choisir aussi si vous êtes en situation de handicap et la brochure se télécharge en fait et s'adapte en fait au genre, voilà, enfin en tout cas au sexe de l'enfant. Donc par exemple, alors c'est téléchargeable à partir de 13 ans. Bon voilà, c'est comme ça, c'est un principe, mais parce que peut-être parce qu'il y a des images, il n'y a pas de photos, mais voilà, il va y avoir des illustrations ayant trait évidemment à la sexualité, mais ça peut être un bon outil pour les parents qui veulent accompagner leurs enfants sur bah, une meilleure connaissance de soi et de son corps. Donc bah, ça se manifeste comment cette puberté? Bah, d'abord, on va voir très souvent le premier signe, on va dire, d'alerte, c'est que vous voyez votre enfant grandir, hein, tout simplement. C'est souvent le premier indice. Alors le corps, il ne fait pas que se grandir et s'étirer, on va dire, en longueur, il va aussi s'élargir. Donc ça va être notamment au niveau des épaules, au niveau des muscles. Tout à l'heure, je vous parlais de l'hormone de la testostérone qui est responsable justement de la production des muscles, la production musculaire. Et bien voilà, le corps, en fait, va se muscler. Les poils également liés à la testostérone, voilà, production hormonale, les poils vont pousser en fait eh bien, sur le corps, sur le visage également, sur le sexe bien entendu, voilà les poils du pubis en fait qui apparaissent, le pénis s'allonge et puis les testicules en fait qui sont également plus bas. Donc le garçon voit apparaître ces fameux poils sur son visage et aussi bah, cette fameuse pomme d'Adam en fait qui nous permet peut-être de reconnaître en fait le sexe masculin et la voix en fait qui devient plus grave. Vous savez, on dit que la voix mue. Alors bien sûr, hein, ces changements, ils peuvent entraîner une certaine gêne. Je peux être gênée parce que ce corps change. Je peux être gênée de grandir aussi rapidement. Je peux être gênée parce que bah, mon corps, c'est pas du tout le même, hein. On passe vraiment du corps d'enfant à un corps en fait de jeune garçon, d'adolescent. Et je peux être gênée aussi qu'on me regarde. Et puis bien sûr, ça peut s'accompagner aussi de signes qu'on n'aime pas trop voir, de l'acné par exemple, hein, comme chez les filles, comme chez les garçons. Voilà, en tout cas de rougeur aussi sur le visage ou parfois sur le dos également. Donc tous ces changements bah, sont liés aux bouleversements hormonaux qui sont au cœur de la puberté. C'est la transition tout simplement entre l'enfance et l'âge adulte qui se met en place. Je vous fais une petite anecdote sur cette fameuse pomme d'Adam. Donc c'est quoi au fait cette pomme d'Adam? En fait c'est du cartilage, voilà, un petit tissu un peu dur en fait qui reste à la fois dur mais aussi flexible. Et il faut savoir que les hommes ne sont pas les seuls à avoir une pomme d'Adam. Les femmes aussi ont une pomme d'Adam, elle est juste plus petite. Euh, et donc c'est au moment de la puberté, toujours cette hormone, la testostérone, qui va demander à plusieurs parties du corps de grandir et la pomme d'Adam va apparaître.
Elle a une fonction, hein, cette pomme d'Adam, elle n'est pas là juste pour identifier si on est de sexe masculin ou de sexe féminin, mais elle va aussi protéger les cordes vocales et la glande thyroïde. La puberté souvent s'accompagne de bouleversements émotionnels. C'est ça aussi qui va souvent nous inquiéter en tant que parents, c'est qu'on voit nos enfants à la fois changer au niveau de leur corps, mais également tout cela s'accompagne de divers bouleversements voilà, qui peuvent venir nous questionner et bien sûr qui questionnent aussi, qui peuvent mettre en difficulté nos enfants. Donc voilà, c'est un petit peu les montagnes russes. Et les garçons, comme les filles, hein, bien entendu, peuvent adopter en fait des comportements euh, voilà, parfois, ben, on passe du rire aux larmes, comme on dit. La colère aussi, hein, voilà, parfois une forme d'agressivité qui peut se manifester aussi à l'adolescence. Voilà. Donc pourquoi? Hein, ben, c'est les changements, tous ces changements hormonaux, physiques, et puis aussi hein, l'influence aussi sociale de l'école, du cercle d'amis, voilà, peuvent évidemment jouer aussi sur ces différents bouleversements émotionnels et comportementaux. Je vous conseille aussi à cet effet donc la deuxième fiche Santé BD sur la puberté qui est Je change dans ma tête et qui est extrêmement bien faite également pour mieux comprendre et mieux accompagner ces différents bouleversements. Et un petit outil que je vous partage, que j'aime beaucoup. Vous avez peut-être vu ce film Vice-versa. Donc, il y avait un premier volet sur les émotions chez l'enfant et puis un deuxième, donc Vice-versa 2. Donc, certes, ça met plutôt en avant une jeune fille, mais peu importe. Les émotions en fait vécues à l'adolescence voilà, accompagnent aussi bien les filles que les garçons. Voilà, ce sont des petits bocaux qui représentent les différentes émotions qu'on peut traverser à l'adolescence. Donc, la joie, la tristesse, la peur, la colère, par exemple, et le dégoût. Et se sont rajoutées à l'adolescence des émotions comme l'embarras, voyez, la fameuse gêne, gênance des ados, bah, l'anxiété aussi, hein, qui peut apparaître dès l'enfance, mais qui peut se renforcer aussi à l'adolescence avec tous ces bouleversements, l'ennui, la fameuse flemme, la flémingite aiguë, et puis l'envie. Et donc, ça peut être un outil qu'on peut utiliser avec ces ados en leur demandant tout simplement bah, de remplir leurs bocaux par exemple, à comment tu te sens aujourd'hui, et puis de dire, ben moi voilà, et puis de pouvoir mettre aussi des émotions sur leurs ressentis corporels, en fait, parce que c'est pas toujours évident de faire le lien entre ce qu'on sent dans notre corps, ce qu'on ressent dans notre tête, et l'émotion qui est associée. Et puis, ben voilà, accepter aussi, apprendre à accepter ces fameuses émotions. Donc, comment je peux en parler à mon enfant? Ça peut être une question en tant que parent, hein. Bah, lorsque je constate un changement physique chez mon garçon, ou déjà voilà, des difficultés émotionnelles, mais je vois voilà, que tout ça est combiné, les apparitions des poils, le comportement qui change, eh bien, je peux engager une discussion avec mon enfant. C'est pas toujours très simple en fait en tant que parent, donc soit j'ai de la chance et puis dans mon établissement scolaire, dans l'établissement où est scolarisé mon enfant, eh bien, j'aurai des cours d'éducation à la sexualité. Et tant mieux, parce que ce sont des sujets qui seront abordés, hein, tous les sujets autour de la puberté. Ils l'aborderont bien plus longuement, évidemment, que moi, avec des outils dédiés, des jeux, etc. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi vous référer à quelques ouvrages. Hein. Donc, je vous conseille voilà, quelques ouvrages. La masturbation ne rend pas sourd, le guide du zizi sexuel, hein, plutôt connu, de Zep, voilà, très bien fait également. Et puis des livres, soit le grand livre de la puberté du docteur Solano ou Corps, amour, sexualité, les 100 questions que vos enfants vont vous poser par Charline Vermont. Voilà, vraiment qui est le guide aussi que je recommande, pardon, qui m'accompagne aussi voilà, tout au long de mes accompagnements voilà, dédiés aux 5-14 ans et ça vous permet vraiment d'avoir bah, toutes les réponses aux questions que vos ados peuvent vous demander. Un petit zoom sur le consentement, parce que le consentement, bah, ça s'apprend dès le plus jeune âge, mais c'est peut-être encore plus l'occasion de le rappeler aussi à l'adolescence, parce que bah, les bouleversements hormonaux bah, vont parfois en fait voilà, engendrer des attirances hein, aussi pour l'autre, pour les autres, hein, que ce soit un garçon ou une fille. Et voilà, il est important de rappeler encore une fois à votre adolescent que son corps lui appartient et que le corps de l'autre lui appartient, bien entendu également. Enfin, en tout cas, appartient à l'autre, mais qui ne nous appartient, qui n'appartient pas en fait à votre enfant.
Donc si on n'a pas envie, bien sûr, on peut refuser. Si on n'a pas envie d'être touché, si on n'a pas envie d'une relation sexuelle, on peut et même on doit refuser si on n'en a pas envie. Et si l'autre insiste, si l'autre personne insiste, fait du chantage ou se plaint, voilà, et bien sûr, on a le droit de dire non. Voilà, je rappelle voilà, ce fameux consentement, le fameux oui libre, spécifique, éclairé, c'est-à-dire explicite, qui est bien sûr révocable donc, et enthousiaste. Et si le partenaire ou la partenaire n'a pas envie, on n'insiste pas. Sinon, ce n'est pas une relation égalitaire, mais c'est bien plus grave, hein. On parlera de violence sexuelle. On a quelques films qui abordent les différents sujets aussi des changements à l'adolescence. La série Sex Education, la série aussi Heartstopper, que j'aime beaucoup sur les attirances sexuelles, et qui va parler aussi de l'homosexualité. Un film aussi qui s'appelle How to Have Sex. Voilà. Et vous pouvez aussi utiliser soit quelques affiches en fait sur le consentement et également l'outil de la tasse de thé par exemple ou un autre outil qui s'appelle La Première fois qui est également une vidéo très bien faite sur le sujet du consentement. Alors voilà, pour avoir brossé en quelques minutes la puberté, on pourrait bien sûr y passer un petit peu plus de temps, donc je vous encourage à aller voir les différentes références, mais ça nous a permis voilà, de faire un premier tour d'horizon. Je vous propose de parler maintenant de la sexualité de l'homme adulte, donc peut-être parmi vous, soit des hommes qui sont directement concernés et qui se retrouvent en plein questionnement sur leur sexualité, ou bien peut-être aussi des femmes qui regardent et qui se questionnent aussi sur la sexualité de leur partenaire. Peut-être que certains troubles sont présents dans leur couple, donc je vais vous donner quelques clés de lecture. Donc déjà, la sexualité et les réactions sexuelles, ça se passe comment? Bien, je vous propose cette courbe, voilà, très célèbre chez les sexologues, mais peut-être encore mal connue du grand public. Donc ça s'appelle le cycle de la réponse masculine. Donc ce sont voilà, deux professionnels de santé, un gynécologue et une psychologue. Donc William Masters et Virginia Johnson, dans les années 60, ont mené aux États-Unis des travaux, des expériences scientifiques, à caractère scientifique, pour permettre d'identifier comment fonctionnait le cycle masculin et le cycle féminin, bien entendu, mais je vais surtout m'intéresser aujourd'hui à vous présenter le cycle de la réponse masculine où on va retrouver différentes phases. Et ces phases, elles vont nous intéresser parce qu'elles vont nous permettre d'identifier certains troubles sexuels. Voilà. Mais on va dire que ce cycle, dans une cas d'une sexualité, on va dire qui se passe bien, on va retrouver en fait ce cycle qui va se dérouler ainsi, donc cette phase d'excitation. Donc juste avant l'excitation, alors ça n'apparaît pas dans ce graphique parce que ça n'a pas forcément été étudié par les deux sexologues, enfin les deux professionnels. Donc vous avez en fait le désir qui va alimenter aussi la phase d'excitation. Donc pendant cette phase d'excitation, eh bien le sexe, le pénis de l'homme va grandir, grossir, en fait se gonfler de sang et donc c'est évidemment l'érection. Et puis ensuite cette phase de plateau, donc par exemple dans une relation sexuelle, cette phase de plaisir, de bien-être en fait, voilà, de rapport sexuel épanouissant. Et puis voilà le seuil de déclenchement de l'orgasme ce qu'on appelle aussi le seuil de non-retour. En fait, on sait que l'orgasme est très souvent associé à l'éjaculation voilà, masculine, va se produire. Donc on est au pic en fait de l'excitation et ensuite une phase qui suit, qui s'appelle donc la phase de résolution et puis la période réfractaire. Voilà, ça va nous intéresser parce que, par exemple, on va se rendre compte que ce cycle, en fait, ce fameux cycle, eh bien, il peut revenir assez fréquemment chez l'homme jeune et puis mettre un petit peu plus de temps à revenir, en fait, chez un homme plus âgé. Voilà, c'est simplement des réactions physiologiques normales liées, en fait, au vieillissement des personnes. Alors bien sûr, là je vous ai montré le cycle plutôt physique, qu'est-ce qui se passait au niveau mécanique. Bien entendu, au-delà en fait de mécanismes physiologiques, de médiateurs chimiques, le processus aussi à l'œuvre et qui va nettement dominer cette sexualité masculine, mais on en parle très peu et on a besoin d'en parler. C'est tout ce qui se passe au niveau cognitif, émotionnel et relationnel, car bien entendu, en fait, tous ces aspects, on va le voir dans les différents troubles sexuels eh bien, vont certainement, très certainement imprégner aussi le bien-être sexuel de l'homme, comme celui de la femme d'ailleurs. Et donc, peut-être aujourd'hui, on se rend compte que même si on parle beaucoup de sexe, enfin de sexualité, on parle peut-être plutôt de sexe, mais pas vraiment de vraie sexualité.
Et donc, c'est pas toujours évident d'engager la parole sur ce sujet lorsqu'on va vraiment aborder l'intimité. Voilà. Je vais caricaturer en disant c'est facile d'en parler sur le ton de la blague ou pour en parler de manière générale, mais pas forcément pour évoquer des difficultés sexuelles, pour parler de santé sexuelle, pour aborder la question du consentement ou pour aborder la question de troubles sexuels. Donc, c'est vraiment important d'en parler parce que malheureusement, ce sont des choses que beaucoup d'hommes traversent, hein. Malheureusement, les hommes qui en parlent peut-être beaucoup, peut-être qu'ils affichent certaines performances. Alors voilà, tout le monde ne dit peut-être pas la vérité, ou bien en tout cas, parler uniquement de performance, bah, ça peut affecter aussi des hommes qui n'ont pas forcément une sexualité très épanouie ou qui rencontrent, qui traversent temporairement des difficultés sexuelles. Donc important d'en parler, ça nous permet aussi ensuite d'aller consulter le bon professionnel de santé pour pouvoir trouver évidemment une solution et puis ne pas rester enfermé dans ces difficultés sexuelles. La sexualité, en tout cas, c'est quelque chose de très complexe, hein, pas seulement chez la femme, chez l'homme aussi, parce que c'est la résultante de multiples fonctions. Donc, on va parler des difficultés possibles. Donc, dans le langage sexologique, on va parler de troubles sexuels ou de dysfonction sexuelle. Voilà, en gros, c'est la fonction sexuelle, elle est altérée. Donc on va en voir quelques-unes. On va parler d'éjaculation. Vous savez, quand on parle d'éjaculation précoce, donc on parlera d'éjaculation prématurée. L'éjaculation, au contraire, même si c'est moins courant, elle peut être aussi retardée. Et on parlera des différents troubles de ce qu'on appelle les troubles, notamment les troubles érectiles, donc les troubles de l'érection. Et les causes de ces difficultés peuvent être d'ordre en fait biologique, donc voilà, peut-être quelque chose au niveau physiologique, mais elles peuvent être aussi psychologiques ou relationnelles ou combinées. Parce que parfois en fait l'apparition du problème elle est due à une maladie et puis en fait s'enchaînent des causes relationnelles, enfin voilà, il y a des conséquences dans la relation qui vont malheureusement en fait entraîner ce que j'appelle un cercle vicieux où par exemple le trouble de l'érection s'aggrave par exemple où voilà, de multiples difficultés en tout cas apparaissent. Donc les causes physiologiques, il y en a plusieurs en fait, hein. Il peut y avoir des causes médicales aux troubles sexuels, notamment aux troubles de l'érection, par exemple le diabète ou avoir fait un AVC peut causer en fait, voilà, ou un handicap moteur aussi, hein, certaines formes de handicap peuvent entraîner en fait, peuvent causer un trouble érectile notamment. Il y a aussi des causes psychologiques, notamment pour l'éjaculation dite précoce, prématurée, où on va retrouver voilà, certains grands traits, hein, c'est des causes possibles hein, qui peuvent se cumuler ou en tout cas s'étudier séparément. L'anxiété, notamment tout ce qui est autour du stress, l'angoisse ou l'anxiété de la performance. Voilà, par exemple, le fait d'être très inquiet par rapport à sa performance, est-ce que je suis suffisamment homme, est-ce que je vais durer suffisamment longtemps? Bah, rien qu'y penser, voilà, ça peut mettre en difficulté. Voilà. Il y a un sexologue qui s'appelle André Corman, en fait, hein, le docteur André Corman, qui dit lorsque un homme pense à son érection, il la perd. Voilà, le fait simplement même d'y penser parfois, voilà, c'est-à-dire vraiment de craindre de la perdre, eh bien voilà, ça va entraîner le fait de la perdre. Et puis évidemment, ça entraîne ce cercle aussi vicieux de se dire, bah oui, j'y avais pensé, ben voilà, je l'ai perdu. Je n'ai pas justement d'érection, c'est bien que j'avais raison. Et voilà, ça donne des appréhensions évidemment pour la fois suivante, pour la relation sexuelle suivante. D'autres causes aussi, ben, ça peut être un sentiment de culpabilité, la dépression aussi, la dépression qui peut être un facteur aussi de troubles sexuels, soit la dépression en soi, mais aussi parfois certains traitements aussi médicamenteux qui sont certes nécessaires dans certains accompagnements d'anxiété ou de dépression, mais qui peuvent aussi avoir des conséquences sur la santé sexuelle. Et puis le fait de mal connaître son corps, hein, d'ignorer aussi comment le corps fonctionne ou d'avoir certaines inhibitions peuvent créer des difficultés sexuelles. Et puis bien sûr le vécu sexuel, hein, les expériences sexuelles qui sont vécues précédemment, une première fois qui s'est pas très bien passé, donc un premier rapport sexuel voilà, qui s'est pas très bien passé, et puis bien sûr tous les cas de violences sexuelles peuvent voilà, avoir des conséquences aussi sur la sexualité future. Et puis les problèmes relationnels également, des difficultés avec le ou la partenaire. Voilà, si la partenaire ou le partenaire en fait se désintéresse de l'activité sexuelle ou une peur de la grossesse aussi, hein. Voilà, ça peut entraîner par exemple une éjaculation retardée. Voilà, peur de tomber, enfin que en tout cas on crée une grossesse, d'être dépendant d'une autre personne,
une crainte aussi de perdre le contrôle dans la relation. Voilà, en tout cas, voilà, diversité de problématiques ou de difficultés qui peuvent aussi être à l'origine de troubles sexuels. Ça sera le travail aussi d'un professionnel de santé, notamment d'une personne formée en sexologie, pour pouvoir permettre d'identifier quelle est la difficulté à l'origine des troubles et puis de pouvoir trouver l'accompagnement, de pouvoir en tout cas mieux accompagner la personne. Parfois, il peut y avoir une cause qu'on va accompagner avec un traitement hein, médicamenteux, mais également une sexothérapie avec des rendez-vous aussi réguliers en thérapie pour pouvoir justement travailler sur toutes ces questions. Donc juste pour donner quelques éléments sur ces différents troubles possibles, donc le trouble de l'érection tout d'abord, donc dans le langage courant on l'appelle encore impuissance. Bon, moi c'est un terme que j'aime pas trop parce que bien sûr un trouble de l'érection ne vient pas remettre en question la notion de puissance en fait, voilà. Mais ça reste un trouble évidemment à prendre en considération, mais ça ne remet pas en question la virilité voilà, totale évidemment de l'homme. En tout cas c'est la capacité à obtenir ou à maintenir une érection suffisante pour avoir une relation sexuelle satisfaisante. Euh, donc on va s'intéresser voilà, à ce qu'on appelle la dysfonction érectile. Elle va être primaire si voilà, l'homme qu'on reçoit en consultation n'a jamais pu atteindre ou maintenir une érection satisfaisante, ou alors elle est secondaire. Secondaire, ça veut dire qu'elle se développe en fait plus tard dans la vie d'un homme. En gros, bah, par exemple, quand j'avais 20-30 ans, j'avais des érections satisfaisantes, et puis voilà, un jour, j'ai eu des érections moins satisfaisantes, et il y a une difficulté, un trouble qui s'est installé, et c'est pour ça qu'on vient consulter. La dysfonction secondaire, elle est plus courante que celle qui est primaire. Ce trouble, en fait, on l'appelle trouble quand il s'installe en fait dans le temps. Bien sûr, ça arrive à tout le monde d'avoir une panne d'érection temporaire. C'est pas forcément que une dysfonction va apparaître. Euh, mais voilà, ces troubles de l'érection, ils peuvent survenir à tout âge, hein. Les personnes que j'accompagne à mon cabinet, c'est pas uniquement des personnes seniors. Ça peut arriver beaucoup plus tôt. Ça peut arriver à 25 ans, ça peut arriver à 30 ans, à 40 ans, en fait. Voilà. Mais c'est vrai que la prévalence peut augmenter en fait au fur et à mesure du vieillissement. Et on considère qu'un homme sur 10 au cours de sa vie peut être touché, à mon avis c'est peut-être même plus, en tout cas par ce type de problème d'érection. Donc multiplicité des causes, hein, comme je disais, ou en tout cas au moins une cause, voire plusieurs, affection physique, problèmes psychologiques, prise de certains médicaments ou difficultés relationnelles. Évidemment, ces troubles, ils peuvent avoir des conséquences aussi sur la relation, voilà, qui sont importantes. Ça peut, euh, comment dire, entacher la communication conjugale, l'apparition de conflits, voilà, une insatisfaction globale, aussi le fait comme on craint en fait d'avoir une perte de l'érection, eh bien, on évite les relations sexuelles, donc un évitement aussi de l'intimité physique avec son ou avec sa partenaire. Voilà, il y a une crainte de l'échec et une crainte aussi de l'intimité. Alors, l'éjaculation précoce ou prématurée, plutôt prématurée, c'est une éjaculation qui survient trop tôt, en général même soit avant la pénétration ou peu de temps avant la pénétration. Bien sûr, c'est important de questionner la personne qui vient nous consulter. Parfois, bien sûr, c'est le regard de la personne qu'elle porte sur son éjaculation. Parfois, une personne va me dire, bah voilà, je vais durer entre guillemets 10 minutes et je sens que j'ai une éjaculation précoce. Bon, voilà, on va questionner en fait, mais une éjaculation, voilà, et on va bien sûr accompagner la personne, mais voilà, on a des causes on a des éjaculations prématurées où en fait, eh bien, l'homme éjacule et n'a même pas eu le temps d'avoir un rapport sexuel avec pénétration, ou bien va durer entre 30 secondes et 1 minute, et donc voilà, il y a peu de satisfaction sexuelle à la fois pour son partenaire et pour lui-même. Donc ça entraîne souvent des tensions dans un couple. En général, l'éjaculation prématurée, elle résulte de causes plutôt psychologiques ou relationnelles, notamment de l'anxiété. Donc on va vraiment travailler sur tous les facteurs de stress également. Et l'éjaculation retardée, un trouble sexuel plus rare qui concernerait moins de 3% des hommes. Donc ça consiste en quoi? Il faut en parler aussi, hein, c'est moins courant en effet que l'éjaculation prématurée, mais c'est une difficulté également. C'est une difficulté sexuelle, c'est la difficulté à éjaculer dans un délai satisfaisant.
Donc voilà, en gros, l'éjaculation met du temps à arriver. Il y a beau avoir des stimulations sexuelles, une érection suffisante, eh bien, voilà, l'éjaculation est extrêmement retardée, voire parfois ça a fait arrêter le rapport sexuel parce que bah, le ou la partenaire n'a plus vraiment envie de continuer le rapport. Donc voilà, ça entraîne aussi des difficultés dans le couple. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle l'anéjaculation, quand l'émission de sperme en fait ne survient jamais. Voilà. Donc on peut aller chercher aussi des causes hein, qui peuvent être des causes physiologiques ou bien des causes en effet psychologiques ou relationnelles qui pourraient en fait entraîner cette difficulté à éjaculer. Certaines causes en fait pourraient être, on va par exemple interroger la personne pour savoir si, eh bien, lorsqu'elle se masturbe, elle a des difficultés ou pas en fait. Parfois, on va se rendre compte que c'est uniquement dans sa relation où il y a une difficulté en fait à l'éjaculation, donc ça peut nous interroger également. Un petit peu comme dans l'éjaculation prématurée, où en fait on a des hommes qui n'ont pas du tout de, comment dire, de soucis de temps, on va dire, lorsqu'ils se masturbent, mais ont une éjaculation très rapide lorsqu'ils sont en relation. Donc on va plutôt travailler sur la relation et l'anxiété aussi du rapport sexuel euh, voilà, avec une autre personne. Alors, j'ai été assez rapidement pour vous présenter l'ensemble de enfin, ces différents troubles sexuels. Donc, ne pas hésiter, hein, voilà, c'est pas de tabou sur ces sujets, ne pas hésiter à les consulter. Vous pouvez aller consulter dans un premier temps votre médecin traitant pour pouvoir être orienté. On peut bien sûr regarder sur Internet, mais bon, attention à ce qu'on y trouve, hein, c'est important d'aller rechercher quand même des ouvrages ou des sites Internet, en tout cas de qualité, qui donneront des informations. Voilà, il y a des questions questions sexualité ou le site On s'exprime, voilà, qui peuvent être aussi des sites aussi de référence et donnant des réponses aussi à ces questions sur les difficultés sexuelles. Et sinon, bien sûr, vous pouvez consulter en fait un sexologue pour vous accompagner justement sur ces différents troubles sexuels. Ne le laissez pas s'installer, c'est surtout ça le plus important. Voilà, si vous vous sentez en souffrance, en difficulté, voilà, la santé sexuelle, c'est vraiment vivre cet état de bien-être en matière de sexualité. Voilà, c'est important d'essayer de trouver ou de retrouver cet état de bien-être. Donc ne pas hésiter à les consulter. Voilà, généralement, entre les traitements possibles et les accompagnements sexologiques en sexothérapie, on trouve toujours des solutions voilà, pour améliorer en tout cas votre santé sexuelle. Un petit zoom sur la contraception, important d'en parler également parce qu'on en parle souvent lorsqu'on parle des femmes, mais important aussi de mettre l'accent sur la contraception parce on pense beaucoup à la contraception voilà, féminine, mais peut-être moins ce qu'on appelle au partage en fait de la charge contraceptive. La charge contraceptive, c'est le fait de faire reposer sur une personne, généralement la femme en fait, la contraception. On peut aussi partager en tant qu'homme la charge contraceptive en réfléchissant à comment on pourrait aussi finalement prendre sa part. Bien sûr, il y a le préservatif, hein, on connaît le préservatif externe, mais il y a d'autres contraceptifs, peut-être moins connus aussi, notamment des contraceptifs dits thermiques. Alors pour cela, je vous renvoie en fait vers un site qui est très bien fait, une association qui est toulousaine, euh, voilà, et qui s'appelle Garcon. Voilà, donc sur le site Garcon, vous trouverez toutes les informations sur les modes de contraception dits masculins. Et puis voilà, aussi la vasectomie, hein, qui est une contraception, on va dire, définitive. Hein, elle est irréversible, mais qui peut être un choix aussi, j'allais dire, qu'on peut faire soit parce qu'on n'a pas du tout envie d'avoir d'enfant, et c'est un choix bien sûr complètement qu'on a à respecter, ou bien après avoir eu des enfants et lorsqu'on n'en souhaite plus, de pouvoir, j'allais dire, se soulager de cette charge contraceptive dans le couple et puis bah, de choisir aussi cette opération hein, qui, je le rappelle, est évidemment sans danger enfin, et puis très peu douloureuse. Voilà, je vous ai mis les différents modes de contraception, différentes méthodes hormonales, ben, la vasectomie, l'anneau en fait, ou ce qu'on appelle le jockstrap ou un slip chauffant. Voilà, il faut juste savoir, je ne vais pas le commenter plus, mais il faut savoir en fait qu'il y a une raison pour laquelle les testicules sont placés si bas. C'est voilà, pour les maintenir en fait à une température pour permettre aux spermatozoïdes en tout cas de continuer voilà, à vivre, on va dire. L'idée, c'est de remonter en fait les testicules, que ça soit voilà, par l'anneau ou par le slip ou le jockstrap, et en remontant en fait les testicules,
possible. Alors bien sûr, il faut par exemple porter ce slip plusieurs heures par jour. Voilà, il y a tout en tout cas un protocole, j'allais dire, et c'est efficace au bout de quelques mois, au bout de 3 mois. Mais en tout cas, voilà, ça va réchauffer, on va dire, les spermatozoïdes et le fait qu'ils soient maintenus à cette température, en fait, ben, ils n'ont plus, ne sont plus fertiles. Et puis un petit zoom également sur les IST, ce qu'on appelle les infections sexuellement transmissibles. Voilà, toujours aussi être vigilant. On a parlé de contraception pour éviter une grossesse, mais bien sûr, ces modes de contraception, hormis le préservatif, évidemment, ne n'empêchent pas de contracter une IST. Donc ces IST se transmettent par contact sexuel, notamment lors de rapports, donc vaginaux, anal ou enfin vaginal, anal ou oral. Et puis d'autres voies également, comme le sang. Donc des symptômes hein, qui peuvent alerter, des démangeaisons, des boutons, des douleurs, des brûlures, des écoulements anormaux. Voilà, si vous identifiez ne serait-ce qu'un symptôme, voilà, ne pas hésiter évidemment à consulter. Et bien sûr, la seule façon de savoir si on a une IST, c'est de se faire dépister. Parfois, pour se protéger, on peut se faire vacciner, hein, notamment par rapport à l'hépatite B, par rapport à ce qu'on appelle le HPV, le papillomavirus. Il y a un vaccin en fait qui est fortement recommandé, et puis un dépistage pour d'autres IST, pour pouvoir évidemment, si on est positif en fait à ces IST ou à une IST, pour pouvoir bénéficier d'un traitement approprié. Là aussi, hein, je vous conseille cette fiche très bien faite parce qu'elle est très simple, voilà, sur les IST, voilà, une fiche santé BD qui décrit en tout cas toutes les IST, mais vous trouverez également sur, je crois, sur le site SIDA Info Service, enfin, voilà, il y a de nombreux sites en tout cas de prévention autour des IST. Il est important évidemment de rappeler que tous les rapports doivent être protégés jusqu'au moment d'avoir fait chaque partenaire ait fait son dépistage pour être sûr de ne rien transmettre. Voilà, il y a plein de maladies, des IST qui se transmettent par ces différentes voies. Je pense notamment à l'herpès par exemple aussi qui peut se transmettre et malheureusement, c'est fort désagréable, évidemment, d'être confronté à ces IST, voire dangereux. Alors, j'en termine avec la sexualité de l'homme d'âge mûr. Donc, quelles sont les particularités? On va surtout s'intéresser à l'andropause, hein. Je ne reviendrai pas sur les différents troubles sexuels, hein. Voilà, par exemple, le trouble de l'érection qui peut en effet s'accentuer parfois avec l'âge, et puis avec certaines maladies dont la prévalence peut augmenter aussi avec l'âge. On parle souvent d'andropause en fait dans le langage courant. Vous en avez peut-être entendu parler. L'idée, c'est de faire la référence à cette fameuse ménopause féminine. Après, les hommes et les femmes ne peuvent pas vivre en fait la même chose puisqu'on est évidemment différents. Toutes les femmes, par exemple, vont traverser la ménopause. Il y aura un arrêt des règles en fait et donc un arrêt de la fertilité. Tous les hommes ne vivent pas cette andropause. Donc, si on veut être voilà plus enfin, sérieux entre guillemets, on va parler plus que de l'andropause, on va parler de déficit androgénique lié à l'âge. Donc, c'est cette baisse du taux de testostérone qui peut être observée chez l'homme. Alors, je vous rassure, enfin ou pas, mais chez tous les hommes, la testostérone va baisser, mais c'est un déficit, on va dire, plus important qui peut occasionner certaines difficultés, voilà, qui peut s'accompagner de certains symptômes. Donc le taux de testostérone va baisser progressivement chez l'homme. Je crois que je vous ai mis un petit schéma qu'on verra après. Euh, voilà, donc ce taux de testostérone pardon, va baisser. Voilà. Et puis l'andropause ne va pas, ou le déficit androgénique lié à l'âge ne va pas entraîner l'arrêt de la production de des spermatozoïdes, mais avoir d'autres conséquences. Donc ça se manifeste comment? Alors ça peut commencer tôt, hein, c'est un peu comme chez la femme, il y a des ménopauses précoces, mais il peut y avoir des andropauses aussi précoces. Voilà, en général, les personnes concernées vont plutôt consulter autour de 65 ans. On estime en fait que 20% des hommes de plus de 70 ans sont touchés en fait par ce déficit androgénique lié à l'âge. Voilà, c'est là où je vous ai mis aussi le schéma de la testostérone chez l'homme, où bah, voilà, on va dire qu'entre 20 et 30 ans, en fait, il y a un pic, en fait, voilà, la testostérone est à son maximum, et puis il va baisser progressivement. Donc l'andropause, en fait, peut être à l'origine de divers troubles sexuels. Voilà, on peut avoir des troubles du sommeil, des bouffées de chaleur, des pertes de mémoire, de la fatigue, une diminution de la masse musculaire. Voilà, un peu comme chez la femme, en fait, hein, voilà, on va retrouver les mêmes symptômes. Et comme ils ne sont pas présents chez tous les hommes, évidemment, on l'identifie peut-être moins, et puis surtout, peut-être que certains hommes n'osent pas en parler. Donc, vraiment, si vous ressentez ce type de symptômes, si vous avez ces signes cliniques, n'hésitez pas évidemment à aller consulter un médecin traitant pour en échanger.
Il n'y a pas de moyen de prévenir la baisse de testostérone, c'est des conditions génétiques qui vont l'expliquer. Voilà. Après, on peut aussi se dire que ce qui va favoriser, on va dire, ou éviter en tout cas certains symptômes, voilà, bah, notre mode de vie évidemment peut jouer et peut interférer, on va dire, en faveur d'une bonne santé sexuelle, telle que évidemment l'alimentation, le fait de faire de l'exercice, surveiller son poids, éviter aussi certaines, enfin une consommation en tout cas excessive d'alcool ou de drogue qui peuvent aussi, voilà, aider à maintenir cette bonne santé sexuelle. Je vous conseille en fait il y a eu un documentaire l'année dernière, je crois, qui s'appelait Andropause, la grande débandade, voilà, qui était fort bien fait également. Et puis ce livre des docteurs Mouly et Burté, Hormones, la vie commence à 50 ans. Donc ça va aborder aussi la sexualité de la femme et de l'homme après 50 ans, donc les clés pour préserver sa santé, sa sexualité et son couple. Donc les conséquences sur la sexualité de l'andropause, eh bien, ça peut être une baisse de la libido, des troubles de l'érection, des troubles de l'humeur, une baisse d'estime de soi, qui peut aller aussi justement avec cette prise de poids, hein. Voilà, c'est réduction de la masse musculaire, donc bah, notamment voilà, des muscles qui sont bah, évidemment moins importants qu'avant, et puis une prise aussi au niveau de la sangle abdominale, enfin, il n'y a plus de sangle abdominale, et puis une prise de poids qui va plutôt se situer à cet endroit-là aussi, hein, au niveau abdominal, un peu comme les femmes. Insomnie et fatigue peuvent être aussi des symptômes et qui peuvent affecter aussi la sexualité. Voilà, évidemment, les troubles du sommeil ont des conséquences sur la sexualité, que ce soit celle de l'homme ou celle de la femme. Donc, comme ces symptômes altèrent la sexualité, il est évidemment important d'en parler. Voilà, vous pouvez consulter votre médecin, aller voir en cas de difficulté sexuelle ou un doute sur justement un déficit en testostérone, parce que si vous constatez ces difficultés cumulées, peut-être que c'est en effet un déficit en testostérone. Donc, vous pouvez aller consulter pour on vous prescrive par exemple une prise de sang pour mesurer votre taux en testostérone. Donc, médecin, urologue, andrologue, sexologue. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à consulter. Voilà, un médecin plutôt pour l'aspect évidemment, comment dire, ordonnance et puis traitement et évidemment prise de sang. Et puis, si besoin, sexothérapie, c'est-à-dire un accompagnement, puisque bien sûr, on peut préconiser un traitement pour remonter en fait la testostérone. Mais bon, voilà, ces symptômes en tout cas peuvent altérant la difficulté. Ça peut être bien que le couple soit accompagné, par exemple, bah, pour y faire face en fait et puis trouver une sexualité qui soit satisfaisante. Voilà, évidemment, c'est tout à fait possible, mais ça peut être important de re-questionner ce qu'on appelle ces scripts sexuels, ces scénarios sexuels, parce qu'on ne vit pas la sexualité de la même manière à 15 ans, qu'à 20 ans, qu'à 30 ans, qu'à 40 ou qu'à 60 ou 70 ans. Et donc, bah, ça peut être essentiel, en fait, bah, de comprendre et de vivre une sexualité peut-être plus en phase avec qui on est au niveau psychologique, émotionnel et physique, bien entendu. Et un petit conseil pour terminer et clore après ce webinaire, en tout cas pouvoir être à l'écoute de vos questions. Bah, j'ai repris cette ressource bien sûr sur le site amélie.fr. Voilà, donc par rapport à l'assurance maladie, c'était important de rappeler ce qui est mis sur le site. Comment suivre sa santé, ou c'était peut-être sur le site de gouvernement celui-ci, mais je crois qu'il est repris aussi sur amélie.fr. Donc c'est les conseils en fait hein, de santé quand on est un homme, mais comment on suit sa santé sexuelle. C'est vrai que c'est moins évident en tant qu'homme. Voilà, les femmes, en fait, ont plutôt été habituées, en tout cas dans notre société, à aller consulter gynécologue et sage-femme dès, on va dire, les premières, l'entrée, en tout cas, dans la vie sexuelle. Il est beaucoup moins courant pour un garçon et pour un homme de consulter. Et pourtant, c'est aussi important. Bah, ça peut être déjà l'entrée, on va dire, à la puberté, mais voilà, une recommandation de réaliser ce vaccin contre le papillomavirus. À partir de 25 ans, on conseille aussi bah, en matière de prévention. De toute façon, vous allez voir, on est aussi beaucoup dans la prévention, hein. Donc, surveillance testiculaire par de l'autopalpation. Vous savez, on conseille souvent aux femmes de se faire des autopalpations des seins pour prévenir le cancer du sein. On parle peu de l'autopalpation des testicules, mais c'est important. De toute façon, c'est très important de regarder régulièrement ces organes génitaux, pas seulement dans un but de se masturber, mais également de prendre soin aussi de sa santé et d'avoir vraiment tout signe d'alerte
aussi pour pouvoir consulter. Donc ça permet aussi de voir si, par exemple, on a un testicule qui soudainement a grossi, et bien voilà, vraiment de pouvoir consulter, voilà, soit parfois rapidement, hein, si vraiment on sent quelque chose, une forte douleur, des brûlures, des mangeaisons et tout ça, voilà, consulter évidemment le plus rapidement possible. On préconise aussi eh bien, des bilans en fait, hein, pour surveiller notamment le taux de cholestérol, les graisses, voilà, qui peuvent être aussi préconisés. C'est important aussi de surveiller hein, l'apparition d'un diabète. Voilà. Voilà, certains aussi, voilà, le diabète par exemple, je vous l'ai dit, pouvait être un facteur d'explication de troubles de l'érection. Vous voyez, si j'accompagne une personne qui vient me voir pour un trouble de l'érection, bah, c'est important que je vois où elle en est aussi de sa santé physique, si elle a eu quelques examens et si elle est suivie, parce que ça peut être un premier signe aussi, ça pourrait être en tout cas la piste d'explication. Entre 45 et 50 ans, eh bien, les premiers tests aussi de dépistage du cancer colorectal. Dépistage aussi à partir de 50 ans du dépistage du cancer de la prostate, en fait, voilà. Et puis, on va évaluer aussi le risque d'ostéoporose, notamment s'il y a des antécédents familiaux. Et puis, le bilan aussi cardiologique, en fait, qu'on peut faire plus tôt, mais aussi à partir de 60 ans. C'est important aussi, hein, voilà, ce bilan. Voilà, tout ce qui est aussi cardio peut être associé à des difficultés sexuelles. Voilà, vraiment, la santé sexuelle, c'est pas un domaine à part, c'est vraiment en forte corrélation avec la santé physique et avec la santé mentale, à la fois parce que s'il y a une difficulté physique, ça peut avoir des conséquences en termes de santé mentale et de santé sexuelle, ou bien une difficulté à l'inverse en santé sexuelle peut avoir des conséquences aussi en santé mentale. Donc c'est important de faire le lien entre voilà, toutes ces, en tout cas de faire un dépistage aussi en santé globale. Et ne pas hésiter évidemment à parler de parler de tout trouble sexuel. Et vous retrouverez également pas mal d'éléments sur le site questionsexualité.fr, voilà, qui est le site, on va dire entre guillemets officiel, mais de sexualité, où vous avez voilà, classé par thématique différentes réponses à toutes les questions et préoccupations en matière de santé sexuelle. Voilà, je pense que j'ai été complète sur ce sujet. Je vous laisse prendre la parole et je vais laisser la parole à Virginie Ducrot pour voilà, conclure, enfin surtout poser les questions voilà, de la salle par rapport à ce webinaire et à ce sujet. Alors, merci beaucoup Sandrine, c'était très riche et très intéressant parce qu'on a appris beaucoup de choses. Voilà, et c'est vrai que c'est tabou et alors qu'on s'aperçoit que finalement, il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans ces critères-là. Je voulais juste refaire un petit zoom sur, on a parlé de la vaccination HPV. Effectivement, c'est pour les garçons et les filles à partir de 11 ans. Donc, n'hésitez pas à aller voir le médecin traitant pour en parler. Au niveau des IST, c'est vrai qu'il y a les tests à faire avant de pouvoir avoir des rapports non protégés. Et c'est pas parce qu'on n'a rien, on peut être porteur sans avoir aucun symptôme, mais on peut quand même le transmettre à son partenaire. Donc c'est très important de faire les tests de dépistage avant de pouvoir avoir des rapports non protégés. Et la dernière chose pour le dépistage du cancer du côlon. Donc, c'est à partir de 50 ans, mais c'est hommes et femmes aussi également. Et c'est tous les 2 ans. Et vous recevez à la maison normalement une invitation et vous pouvez aller voir votre médecin traitant ou votre pharmacien pour aller récupérer le kit. Vous pouvez également le commander en ligne. Donc, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Alors, c'était quand même, comme je disais, très, très dense et riche. Donc, on a déjà pas mal entamé le temps attribué à ce webinaire. Donc, on va poser quelques questions. La première, c'est qu'est-ce qu'on doit faire en cas de douleur ou d'anomalie particulière? Consultez le plus rapide. Consulter. Ça a été dit plusieurs fois, mais bon, on enfonce le clou, hein. Je préfère le rappeler en fait et bien sûr parfois on prend pas forcément la mesure, on se dit est-ce que c'est urgent ou pas. Voilà, il y a peut-être certains signes d'alerte si vraiment la douleur elle est évidemment trop importante. Je sais que ça peut être tabou, mais vraiment c'est si par exemple cette douleur on la ressentait dans le bras, ben, on n'hésiterait pas à consulter. Mm. Alors il y a peu de raisons si on la ressent par exemple sur testicule ou le pénis, ben, on consulte aussi en fait. C'est vraiment très important et je le dis parce que c'est
c'est pas pour faire peur, mais si on consulte pas suffisamment, parfois ça va nécessiter une intervention chirurgicale rapide, mais si elle n'est pas faite dans les temps, et là, les médecins n'y pourront rien, s'il est trop tard, il est trop tard en fait, et ça peut arriver qu'on perde un testicule, par exemple, parce qu'on n'est pas intervenu suffisamment tôt. Donc voilà, ne pas laisser en fait s'installer voilà, quelque chose qui nous questionnerait, et notamment si c'est vraiment voilà, ou une douleur subite dans un rapport sexuel, par exemple, et qui passe pas, enfin voilà, vraiment d'aller voilà, consulter le plus rapidement possible. Ça peut être même appeler bien sûr les urgences, en tout cas, et Mm. aller aux urgences, voilà, il ne faut pas hésiter à le faire. Ne pas le prendre à la légère, quoi. Exactement. Mm, mm. Une autre question, comment gérer la pression sociale et les premières expériences sexuelles? Alors, la pression sociale, ben voilà, elle est due souvent à l'entourage, aux copains, aux potes, voilà, qui peuvent mettre certaines pressions sur le fait de, par exemple, rentrer dans la sexualité, avoir son premier rapport sexuel. Ben voilà, c'est aussi le fait de se dire que ben, chacun peut apprendre son temps et enfin, c'est compliqué, mais de réfléchir aussi à cette question de la norme. On a très souvent, en fait, ben, que ce soit en cabinet ou dans notre société, notamment en matière de sexualité, voilà, on a toujours l'impression qu'il y a une norme sexuelle et se dire qu'il n'y en a pas. Et que bah, c'est important pour chacun d'écouter en fait son propre rythme émotionnel, psychologique, social, et que c'est OK en fait, hein. Il n'y a aucune pression à se mettre pour démarrer en fait dans sa sexualité. Voilà, c'est important voilà, de pouvoir et de pouvoir en parler aussi à Mm. quelqu'un s'il y a besoin. Justement, le stress, l'anxiété ou tout autre facteur, est-ce que ça peut affecter justement les performances? On en a un petit peu parlé. Beaucoup, même Mm. très souvent. C'est des facteurs qu'on va souvent aller rechercher, notamment en cas d'éjaculation, soit prématurée ou de troubles de l'érection. Voilà, on se rend compte que voilà, bah, souvent l'anxiété, c'est le stress justement. Mm. Le fait d'avoir peur, en fait, bah, heureusement finalement que le fait d'avoir peur de quelque chose nous fait perdre nos moyens, entre guillemets, parce que c'est ça qui nous permet de fuir devant le danger. Sauf que bah, dans notre société, il y a peut-être moins de dangers réels. Voilà, vous risquez moins de vous faire attaquer, j'en sais rien, par un animal féroce, mais vous pouvez, voilà, parfois votre anxiété, en fait, la peur, elle est dans le cerveau. En fait, on craint quelque chose et bah, le fait simplement d'y penser occasionne justement un trouble sexuel. Donc voilà, c'est important aussi de travailler. Mais ça, c'est un travail qui se fait au long cours et qui n'est pas forcément que lié à la sexualité. Aujourd'hui, le stress, l'anxiété imprègnent aussi beaucoup nos vies professionnelles, nos vies de parents. Enfin, voilà, on est quand même très sujet quand même. Quand on regarde les consommations d'anxiolytiques voilà, dans notre société, je pense que beaucoup de personnes sont Oui. sujettes en fait, voilà, à l'anxiété aussi. Donc c'est aussi comment alors, on ne peut pas revoir toute l'organisation de notre société, enfin, en tout cas, on ne sait pas toujours comment faire, mais c'est aussi, voilà, comment peut-être, ça peut être même un petit travail de respiration, hein, de respiration profonde, de pleine conscience, enfin, voilà, de travailler aussi sur soi, de prendre du temps pour soi aussi, en fait, de ralentir. Ça peut être aussi aidant. Et de discuter, hein, parce que dans un couple, Mm. la communication, D'échanger. Mm. d'échanger aussi, et ne pas garder pour soi ses préoccupations et ses difficultés. En fait, tout moyen de pouvoir se détendre. Aussi, voilà. Voilà. Bien sûr. Et puis de réfléchir ensemble, Mm. hein. Je trouve que les hommes parlent très peu entre eux, ou je veux dire au-delà de la blague et du sexe, de parler vraiment de sujets plus profonds. Je vous assure que quand ils commencent à en parler entre eux et ils comprennent qu'ils ne sont pas tout seuls à vivre des problèmes sexuels, bah, juste le fait d'être rassuré, parfois ça améliore aussi beaucoup les choses, en fait. Plutôt que s'imaginer que le voisin d'à côté, il est hyper performant. Mais voilà, se dire que ça arrive à tout le monde. Oui, c'est des idées reçues aussi qu'on se fait sur certaines choses, hein. Une autre question, quels sont les impacts du sport ou alors de l'alcool ou du tabac sur la santé sexuelle? Alors, le sport, je vais plutôt parler du sport à petite dose. Oui. Spécialité étant pas le sport de professionnel, mais voilà, Mm. parce que peut-être que le faire beaucoup, ça peut avoir entraîné quelques difficultés, mais en tout cas, bah, l'activité physique, elle est plutôt conseillée en fait, mais comme pour tout, hein, voilà, comme Mm. que ce soit en santé physique ou en santé mentale, mais c'est valable aussi en santé sexuelle. Voilà, aussi le fait de prendre soin de soi, d'avoir une hygiène de vie, voilà, plutôt, voilà, on va dire en faveur du sport, d'une bonne alimentation et si possible sans trop d'excès. Voilà, parce que parfois, en fait, alors, notamment l'alcool, c'est un faux ami. Ouais, c'est l'alcool va vous désinhiber. On prend quelques verres de vin et on pense qu'on est plus performant, parce qu'en effet, ça peut abaisser aussi l'anxiété de quelques Mm. personnes pas à l'aise avec leur sexualité ou qui auraient une difficulté sexuelle. Mais voilà, si c'est pris à outrance, enfin voilà, si on consomme trop ou si c'est
sur le long terme, bah, ça peut faire des dégâts aussi, hein, d'accord? La cigarette, par exemple, si un homme va fumer toute sa vie un paquet par jour, voilà, sans jugement de ma part, hein, mais je dis que ça peut vraiment avoir évidemment des conséquences bah, sur toute sa santé, mais aussi sur son érection, hein. Voilà, il y a des liens très forts aujourd'hui entre bah, la prise de voilà, fumée et puis des difficultés sexuelles. En tout cas, ça nous sera pour nous un facteur d'explication. Mm. Et une dernière question peut-être, parce que je vois qu'on arrive au terme de ce webinaire. Quels sont les examens médicaux qui sont recommandés pour la santé sexuelle? On en a un peu parlé à la fin, peut-être Oui, le rappeler. voilà, de rappeler. Mm, On est aussi beaucoup tout ce qu'on a vu en fait, c'est beaucoup du dépistage en fait. Vraiment, la santé sexuelle, c'est mm, aussi c'est parler. Bien sûr, la santé sexuelle, c'est parler de plaisir, hein, c'est évidemment très important, mais c'est aussi parler de prévention et de prévenir au maximum les risques parce que bah, les risques d'IST et puis les risques aussi de maladies, notamment de cancer. Alors, je sais que c'est pas toujours des cancers mm. dont on a envie de parler parce qu'ils sont tabous. Le cancer de la prostate, le cancer colorectal, bah, c'est tabou parce que c'est sur ces zones. Voilà, voilà, l'appareil urogénital, voilà, la zone de l'anus, bah oui, mais c'est aujourd'hui malheureusement des cancers qui ont une forte prévalence et on sait que, voilà, notamment dans le cancer colorectal, le dépistage, la prévention va diminuer les risques. Et il faut savoir que malheureusement, Exactement. Mm. on vit un cancer et s'il y a des personnes qui nous regardent et qui sont affectées par un cancer, les difficultés sexuelles sont présentes. Enfin voilà, c'est pas évident de vivre une sexualité, hein. Le corps, il peut être voilà, aussi mis en difficulté par des traitements, par de la chimio, par voilà, le corps change, on n'est plus aussi à l'aise, donc voilà, ça peut aussi entacher la santé sexuelle. Donc vaut mieux Mm. prévenir que arriver trop tard, on va dire. Mm. Bon, mais merci beaucoup Sandrine pour toutes ces précisions. Mais ça va être le moment de nous quitter, donc je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire, hein, et nous espérons avoir répondu à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Comme je le disais au début, vous retrouverez demain en replay ce webinaire sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn, avec tous les webinaires en santé que nous avons fait précédemment. Vous allez avoir aussi un petit questionnaire de satisfaction. Merci de le compléter. Ça nous permet, nous, de voir quelles sont vos idées, suggestions, remarques, etc. Et quant à moi, mais je vous dis bonne journée et à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci, au revoir. Voilà.